Bonjour, est-ce que vous nous entendez? Bonjour, oui, on vous entend. Bonjour. Super. Bonjour, bienvenue. Hello Laure. Re. Bonjour Claire. Hello Gabriel. Hello. N'hésitez pas à mettre vos caméras, ceux qui sont là, et pour qu'on sache à qui on a affaire, c'est plus sympa. Il y avait une petite vingtaine d'inscrits, donc on n'est pas nombreux ce soir, donc profitez-en, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Et on va attendre encore quelques minutes pour les retardataires. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre vos caméras. Vous avez tout en haut un truc qui s'appelle affichage intervenant ou affichage galerie. Ça vous permet de voir tout le monde. C'est plus sympa. Hello Céline. Bonsoir. Bonsoir. Hop. On a quelques personnes du programme Assopreneur qui sont là aujourd'hui, donc ça fait plaisir. Gabrielle est notre première stagiaire aussi au sein de l'Assopreneur. D'accord, ok. Elle peut participer, parce que peut-être qu'elle pourrait aussi rejoindre Ouidou. Et ben peut-être un jour. Ah, je reconnais Léo. Bonjour. Salut Léo. On va attendre encore quelques petites minutes. N'hésitez pas du coup à mettre vos caméras, prendre la parole quand vous avez des questions. Si vous êtes un peu plus timide, il y a aussi le chat. Vous pouvez laisser vos petits messages. Et puis après, on va attaquer avec Claire sur ce sujet de la pérennité des associations. Je vais me présenter moi rapidement dans un premier temps. Donc moi je suis Émilie Pochet et je travaille chez Ouidou. Ouidou, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme d'aide au projet pour les jeunes de 13 à 30 ans. En gros, dès que vous avez une idée de projet, quelle qu'elle soit, ça peut être un projet associatif, un projet entrepreneurial, un projet tout court de organiser une collecte de déchets sur les plages, peu importe. Vous pouvez aller sur le site, vous cliquez sur lancer un projet et vous avez toute une méthodologie et un accompagnement pour vous permettre d'obtenir de la visibilité et des ressources pour la réussite de votre projet. Donc, ça peut être des conseils, des contacts, du matériel, du financement. On va vous mettre en lien avec des ressources internes, mais aussi des ressources externes qui sont nos partenaires, des assos, des entreprises, des collectivités, etc., qui ont un intérêt à vous soutenir, soit parce qu'ils ont des bourses de projet, soit parce qu'ils ont des locaux, des salariés compétents qui sont prêts à vous mentorer. Enfin voilà, il y a plein de raisons. Et du coup, nous, on essaye d'être cette plateforme de mise en relation, c'est-à-dire que en fonction de votre âge, votre thématique, votre territoire, on va essayer de vous mettre en lien avec les ressources qui peuvent convenir à vos besoins. Donc voilà pour le topo pour Ouidou. Et c'est dans ce cadre-là, avec Claire, on s'est dit, il y a des trucs à faire, il y a des synergies. Donc on s'est contacté et puis on a déjà fait un premier webinaire il y a maintenant, c'était quoi? C'était quand? C'était en janvier ou décembre? Je sais plus. Oh, j'ai plus Bon, la date. Bon, voilà, fin d'année ou début d'année 2022. Et puis donc, c'était aussi sur comment monter son association et en vivre. Il y avait eu un engouement pour ces webinaires. Donc, on a décidé avec Claire d'en faire un nouveau. Et puis, on vous laissera aussi la parole pour savoir quel prochain sujet pourrait vous plaire pour qu'on puisse en organiser d'autres. Euh, donc voilà, je vais laisser la parole à Claire pour que tu puisses aussi te présenter et en dire un petit peu plus sur Assopreneur. Génial, merci Émilie. Bonsoir à toutes et tous. Alors, je m'appelle Claire, donc je suis la cofondatrice d'Assopreneur. Et il y a des personnes que je connais ici. Il y a Céline que je connais, voilà, qui est membre du programme depuis très peu, du programme d'inspiration et d'entraide d'Assopreneur. Il y a Laure qu'on avait rencontré, qui avait déjà participé au précédent webinaire. Donc, c'est sympa de vous retrouver dans la communauté Ouidou à chaque fois. On a Gabrielle, dont je disais, qui est stagiaire, qui est la première stagiaire à Assopreneur. Donc, on est contente d'avoir franchi cette étape d'accueillir une première stagiaire. Merci aussi à toi, Gabrielle. Et bonjour à vous.
Il me semble que Clémence Plaça, il me semble qu'on s'est déjà vu aussi, mais bon, peut-être que je me trompe. En tout cas, voilà, je suis ravie d'être avec vous. Merci encore, Émilie. Et Assopreneur, juste en un mot, c'est une association loi 1901 d'intérêt général dont l'objectif est de soutenir, renforcer et encourager l'assopreneuriat, c'est-à-dire l'entrepreneuriat en association. Et puis, on accompagne aussi les délégués généraux de métier, c'est-à-dire les personnes qui dirigent une association dans le cadre de leur métier. Donc, toutes les personnes qui, au quotidien, pilotent une association, finalement. Voilà. Pour l'instant, je m'arrête là, Émilie. Ça marche. Je vous remettrai dans le chat, il faut que j'aille le récupérer sur notre blog, mais je vous remettrai l'article et la petite vidéo si ça vous intéresse du dernier webinar. Voilà, pour ceux qui auraient manqué cet événement crucial, c'est pas perdu, je vous remettrai ça dans le chat. Donc voilà. On va commencer par un petit icebreaker et puis ceux qui arriveront reprendront au fil de l'eau. Donc Claire, je te laisse mener cet icebreaker. Ça marche. Alors, on avait envie de vous demander de nous répondre on a dit qu'on répondait dans le chat pour l'instant. On fait les questions ouvertes ou les questions fermées là? Excuse-moi, Émilie, je sais pas. Là, c'est juste l'icebreaker pour l'instant et après, on fera les petites questions du sondage. Ouais, donc l'icebreaker, on est d'accord que c'est avez-vous participé au précédent Webi, notamment? C'est ça que tu avais en tête ou pas? Non, c'était, tu sais, les super pouvoirs et tout. Ah, d'accord, ok. Ça marche. Alors, déjà, j'avais un petit doute. Ok, alors si on va faire effectivement un petit icebreaker, c'est l'entraînement, l'échauffement à la prise de parole. Je vais vous demander si vous pouviez avoir un super pouvoir, lequel vous choisiriez? Très spontanément. Vous avez le droit de prendre la parole ou de le marquer dans le chat. Oui, on n'est pas trop nombreux, donc là, on peut y aller et dire à l'oral. Gérer l'espace-temps. Ok. Merci. Se dédoubler. Se dédoubler. Ouais, merci Céline. Voyager dans le temps. Me téléporter. Pour l'instant, il y a quand même il y a un thème dans vos super pouvoirs là. Laurence, peut-être? Moi aussi, me téléporter. Merci. Laure, par exemple? Ah oui, tu es en mute. Pardon, petit problème avec mon ordinateur. Moi, pouvoir mettre pause dans le temps pour pouvoir faire plus de choses. On reste dans la même thématique Ouais. du temps. C'est intéressant. Merci Laure. Chloé, par exemple, aussi? Oui, moi, ce serait rallonger les journées. Ah, il y a deux Chloé, j'avais pas vu, pardon. Ah oui, vous êtes deux Chloé, effectivement. Il y a une Chloé de l'équipe Widoo et vous, Chloé. Donc, vous pouvez me redire, Chloé? Moi, ce serait rallonger les journées. Toujours le même thème. J'adore. Merci. Et bien, du coup, vous aussi, Chloé Lamblin? Et moi, ce serait me téléporter aussi. Il nous reste Finda et Noah. Moi, me téléporter ou lire dans les pensées. Merci. Et est-ce que, Finda, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Super. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme super pouvoir à chaud? Un jour, téléporter. Ok. Super. Merci beaucoup. J'ai fait ça parce que ma fille a dit c'est nul. Oh bah non, c'est bien. Non, c'est trop bien. Ok. On continue, Émilie, sur les questions sondage, peut-être? Ouais, ça marche. Alors là, je vais vous faire apparaître à l'écran une première question que vous devez voir apparaître. La première, c'est est-ce que vous avez déjà participé au précédent webinaire? Là, l'idée, c'est de voir un petit peu qui a déjà des infos ou pas. Pour l'instant, une majorité de non. Une personne oui. 9 sur 9. On est bon là? 9 sur 9, On est bon, ouais. Donc, c'est juste Laure qui a participé. Ok. Intéressant. Ensuite, comment je fais pour
Sondage 2. Hop, on est parti. Deuxième question. Comment vous avez connu cet atelier, ces webinars? Est-ce que c'était via Widoo, via Assopreneur, via un autre partenaire ou autre? Qu'on voit un petit peu les communautés présentes ce soir. C'est Widoo qui gagne de une personne. On a un autre. Alors, est-ce que la personne qui a connu par autre peut bien nous dire par qui est-ce que vous avez connu? Oui, c'est moi. Je l'ai connu. C'est une collègue qui me l'a diffusé. Ah, génial. Super. Ok. Et Merci. dernière question. Alors, clac, toc. Là, l'idée, c'est de savoir un petit peu qui vous êtes. Donc, quelle est votre fonction au sein de votre asso? Est-ce que vous êtes le fondateur, vous êtes un membre du bureau, un porteur projet, bénévole ou autre? Je crois que ça y est, tout le monde a répondu. Ouais. Donc, on a 2 personnes qui sont fondateurs. Est-ce que vous voulez bien peut-être juste lever la main pour qu'on voit qui c'est? Fondateur, donc Laure, et peut-être, alors sinon, lever la main au niveau Zoom ou nous dire qui, pour les personnes. Ouais, vous pouvez mettre des réactions, vous cliquez sur réaction et ça peut nous dire. Linda et Laure, ok, fondatrice du coup. Membre du bureau ou du CA, qui est-ce? Léo, Céline. Et on avait 3 personnes, il nous en manque une. Bon, c'est pas grave. Ah, Rafinha. ok, d'accord. Et on avait porteur de projet, une seule personne. Qui est porteuse de projet? C'est Maëlie. Génial. Okay. Et autre, alors qu'est-ce que c'est autre pour vous? Est-ce que vous voulez bien nous le préciser? Autre, je crois qu'il y aura de la team Widoo. Ah, c'est la team Widoo? Laurence? Oui, moi, je suis déléguée générale, en fait. Donc, je ne savais pas où me mettre. Oui, effectivement, il n'y avait pas de. Ouais, d'accord. Vous êtes déléguée générale de l'ASSO. Ok. Super. Très clair, merci. Alors, autre petite question que je vais vous mettre dans le chat aussi. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous dans le pilotage de votre association? Ça va nous permettre d'orienter aussi Mon intervention après, en fait. Ouais. Il faut que je sache sur quoi je vais peut-être pour aller un petit peu plus insister. Si jamais vous avez en tête, là vraiment prenez à chaud, qu'est-ce qui vous paraît le plus difficile dans le pilotage de l'association? Quelles que soient vos fonctions, dans ce que vous faites pour l'association. Structurer la démarche collective. Ok. Équilibre vie bénévole, vie pro. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres difficultés, d'autres freins à nous remonter? Tout mettre en place et en particulier budgétiser. Oui. Effectivement. Déléguer et gérer toutes les tâches dans le lancement, bien s'entourer et trouver un équilibre. Effectivement, on ne peut pas tout faire tout seul. Mobiliser les bénévoles. Est-ce qu'il y avait d'autres... Alors, on va passer à la dernière question et après, on attaque. Là, c'est aussi pour bien comprendre vos besoins. Est-ce qu'en une phrase, vous pouvez nous dire quelle cause vous défendez à travers votre association? La culture pour tous, ok?
Alors, Laurence, pour vous, c'est la défense d'une profession, j'imagine, ou la notion de filière. Si jamais c'est bien ça que vous vouliez dire par une profession. Oui, oui, c'est un secteur professionnel. Ok. Maëlie, la culture pour tous. Laure, lutter contre la solitude et promouvoir les relations intergénérationnelles entre étudiants et aînés. Céline, l'accès et la qualité des soins par la coordination professionnelle sur un territoire donné. À vous pour écrire. Alors, ensuite, Chloé, lutter contre l'isolement et la précarité. Je crois qu'on n'a pas eu tout le monde. Il y a Léo, changer de paradigme du handicap dans notre société. Ah oui, je ne l'avais pas celui-là. Ah oui, super. Céline, l'accès et la qualité des soins par la coordination professionnelle sur un territoire donné. Ouais, celui-là, c'était bon, mais 1, 2, 3, je vais répéter. 5, 6. Ça peut dire 6 personnes. Est-ce que c'est bon? Je pense qu'on n'est pas trop mal. Ok. On va juste vous demander de mettre vos caméras pour ceux qui ne l'ont pas encore mis, juste pour faire une petite photo de groupe souvenir et après, on attaque. Ah, génial, on a un chat en plus pour la photo. Exactement. Trop bien. Ceux qui ont leur caméra et qui veulent... Comme ça, on voit que c'est bien fait exprès, qu'on ne vous a pas surpris. Allez, on est prêt? C'est parti! Votre plus beau sourire. Tout bon? Allez, on est bon. Bon, et ben Claire, je te laisse la parole pour en dire plus justement sur les 4 piliers et les outils qu'on peut utiliser dans son association pour répondre aux différentes difficultés et causes qui ont été citées dans le chat. Génial, merci Émilie. Alors juste avant de commencer, je voulais vous demander si vous aviez une attente ou si vous aviez une question que vous n'avez pas eu l'occasion de donner là par rapport au questionnement. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie d'exprimer avant de commencer par rapport au sujet? N'hésitez pas à le mettre dans le chat pour que comme ça moi je saurai aussi vers quoi aller. Et si c'est tout bon, on va y aller. Alors, je vois que Léo écrit. Je ne sais pas si c'est lié à ce qu'on dit, mais si c'est ça. Alors, j'attends. Alors, je vais en profiter pour vous proposer aussi les règles de notre échange. Ensemble, je vais vous proposer qu'on ait de la gentillesse les uns envers les autres, que l'on ait de la diplomatie dans nos échanges, surtout si on interagit, et qu'on ait de l'ouverture d'esprit, aucun jugement, et du partage et de l'écoute. Est-ce que ça vous convient? Super, merci beaucoup. Et Léo dit aussi OK. Alors, Léo, nous avons pour objectif à très court terme de réaliser notre première embauche et de pouvoir prévoir rapidement les suivantes. Wouh! Génial! Super, félicitations. Je croise les doigts pour que ça arrive très vite. OK, c'est noté. Alors, on y va. Donc, Émilie, si tu es bien OK, je dis juste 1 ou 2 mots pour rappeler quelques chiffres sur l'associatif. Ouais. France, très court. Et je mets en parallèle, du coup, en complément de ce que tu vas raconter, le lien du dernier webinaire qu'on a fait ensemble où on peut retrouver justement ces fameux chiffres. Ok, génial. Alors là, lors du fameux premier webinaire, on avait passé beaucoup plus de temps sur c'est quoi le paysage associatif, combien il y en a, etc. Et je ne vais pas répéter là, je vous donne juste un seul chiffre, en fait, s'il n'y en avait qu'un seul à retenir, c'est qu'en France, il y a 1 500 000 associations actives en France. Voilà. C'est toujours intéressant de savoir dans quel secteur on se situe et quels sont les grands chiffres clés de notre secteur, en l'occurrence celui de l'associatif. Voilà. Il y a 1 500 000 associations actives en France. Il y a 70 000 nouvelles associations qui se créent chaque année. Il y a environ 11 emplois en moyenne par association employeuse. Mais attention, dans les 1 500 000 associations en France, il n'y en a que 10% qui sont employeuses. Et donc, ça donne seulement 160 000 associations employeuses en France. Et dans ces 160 000 associations employeuses, il y a une moyenne de 11 emplois par association. Voilà. Donc, Léo, il va falloir arriver jusqu'à 11 pour être bien dans la moyenne. Voilà. On est parti. C'est parti. Ensuite, je vais vous donner juste 1 ou 2 dates sur l'associatif. Généralement, 1901, vous le connaissez, cette date-là. C'est parce que tout le monde dit association le 1901, donc c'est celle qu'on connaît le mieux. Mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait, 1901? Est-ce que vous le savez? En fait, c'est ça. C'est que 1901, c'est le moment où la liberté publique d'association est entrée dans la loi. C'est pour ça qu'on dit la loi 1901. Et donc, juste pour vous dire, c'était en 1790 que
la première fois qu'on a parlé de liberté d'association. Vous voyez, il a fallu quand même du temps avant que ça passe vraiment dans la loi. Et puis, 70 ans après être passé dans la loi, la liberté d'association est passée dans la Constitution française. Voilà, donc c'était intéressant toujours de repartir sur ces chiffres-là. Et puis ensuite, sur les grands secteurs, les grands segments de l'associatif, eh bien, les voici. Par exemple, tout ce qui est humanitaire, c'est 14% des associations. Le sport représente 24% des assos. Alors ça, c'était en 2018. Je vais bientôt avoir des chiffres plus récents, donc je pourrais les changer. La culture, 23%, l'éducation, 3%, le développement local, 3%, et la défense des causes et des droits, 12%, et les loisirs, 21%. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Je veux pas ça. Bon, bref, je vais passer sur une autre, parce que ça me l'enlève. Oui, voilà. Voilà pour les chiffres du monde du paysage associatif. Et je m'arrête là pour ne pas en dire plus. Il y a beaucoup plus d'infos dans le premier webinaire. Est-ce que vous avez une question ou une réaction par rapport à ça? Ou est-ce que je vous ai perdu ou est-ce que vous êtes bien toujours là? C'est bon, on leur dit OK. Toujours là. On est là. Super, merci, merci. Oui, c'est vrai que les réactions de Zoom, ça me permet de savoir que vous êtes toujours là, parce que comme on n'a pas les caméras, enfin, c'est difficile d'intervenir quand il n'y a pas les caméras, et je comprends pourquoi on ne les met pas, hein. Souvent c'est pour le réseau d'ailleurs. Mais donc n'hésitez pas à mettre des petites réactions, ça m'encourage aussi, c'est toujours sympa. Voilà, donc merci beaucoup. Alors, aujourd'hui on est ensemble parce qu'on s'était dit avec Émilie que ça pouvait être intéressant de plonger sur la fameuse méthode d'assopreneur, qui est une méthode pour pérenniser une association, mais aussi pour pourquoi pas créer, entreprendre en association. Que l'on soit très avancé dans le parcours associatif ou que l'on en soit au tout début, voire en amont, cette méthode des 4 piliers, elle fonctionne. Voilà. Donc, c'est une méthode que vous verrez qui est pragmatique, simple, et c'est pour ça qu'on s'était dit avec Émilie que c'était intéressant de faire vraiment un point d'une heure là-dessus. Alors, je vais vous la montrer. Elle est ici. Hop, et je vais partager mon écran. Voilà. Je vais grossir un peu. Ah non, je ne peux pas grossir, il faut que je présente. C'est nickel, hein, on voit bien. Ah, on voyait bien? Bon, bah, Ouais, bon. j'ai cliqué. Voilà. Donc, la fameuse méthode des 4 piliers, elle est là. Donc, je vous laisse en prendre connaissance et puis après, j'irai plus dans le… On va plonger dans le sujet. Donc, je vous laisse la lire. Pilier 1, pilotage. Donc, c'est une assopreneur ou un assopreneur ou un délégué général à l'aise dans ses fonctions avec une gouvernance efficace. Ça, c'est le pilier 1, on y reviendra. Hein. Pilier 2, c'est la stratégie. C'est une stratégie d'impact ciblée avec un modèle économique cohérent. Pilier 3, c'est un programme d'action et d'événements concrets avec des livrables utiles. Et enfin, le pilier 4, c'est l'animation. Une animation dynamique de votre communauté avec un relationnel structuré. Je vous laisse peut-être juste relire vous-même et sans que je parle ces 4 piliers et après je reprends. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Ok. Vous avez bien pris connaissance de ces 4 piliers. Est-ce que vous avez, avant que l'on… Oui, merci Chloé de dire que c'est ok. Merci beaucoup. Et je te laisse, Émilie, regarder voilà, parce que je ne vois pas tout le monde avec le partage de mon écran. Est-ce que déjà vous avez une réaction par rapport à ces 4 piliers, avant même de plonger dans les détails? Non, ça a l'air d'aller, puis il n'y a pas de questions dans le chat. Donc, écoute… Moi, je trouve ça très structurant. C'est très intéressant. Ça éclaire ma vision de la chose, bien que je pense qu'on trempe un peu dans tout, mais pas de manière claire. Donc, voilà. Cool. Ah, génial. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer sur déjà la première réaction à chaud? Bon, ok, c'est bon pour vous alors, super. Donc, cette méthode, d'où elle est venue, c'est que en fait, je suis peut-être allée un petit peu vite sur ma présentation, mais en fait, ça fait depuis 15 ans maintenant que je suis déléguée générale de métier. Donc, ça veut dire que pour ma part, j'ai toujours été recrutée par des associations pour les diriger sans en avoir été au départ cofondatrice.
J'ai fait ce métier pendant 10-11 ans, que je trouvais formidable. Et je me suis ensuite lancée dans l'assopreneuriat. Donc, j'ai quitté mon CDI dans ma dernière structure, dans ma dernière asso, pour entreprendre. Et je voulais en fait aider toutes les personnes qui faisaient le même métier que moi, c'est-à-dire les délégués généraux. Et puis, je voulais aussi faire reconnaître et sensibiliser et aider les personnes qui sont dans l'assopreneuriat. Et en fait, la première chose que j'ai fait quand j'ai quitté mon CDI, et je me suis retrouvée au chômage, voilà, avec la page blanche devant moi, je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il y ait autant d'associations qui meurent chaque année. Tout à l'heure, je vous disais, il y en a 70 000 nouvelles qui se créent chaque année, mais il y en a aussi 40 000 qui meurent chaque année. Et c'est énorme, en fait, c'est énorme comme chiffre. Et c'est souvent pas parce qu'on a décidé de clôturer l'asso, c'est plutôt par accident de subvention, par difficulté de réagir face au changement ou des choses comme ça. Et donc, je me suis dit, il n'existe pas de méthode simple, pragmatique, que tout le monde pourrait appréhender, que l'on soit très technique, par exemple comme les DG de métier, ou que l'on soit un peu moins technique, ou que l'on soit débutant ou très expérimenté dans l'assopreneuriat. Et donc, je me suis mise à écrire par rapport à mon expérience et tout ce que j'avais vu. Et cette méthode, ça fait maintenant 6 ans que je me suis lancée dans l'assopreneuriat, dans l'entrepreneuriat. Et donc, c'est toujours la bonne, je la mets à jour tout le temps, je l'évalue, elle a été testée, approuvée plein de fois. Et c'est celle que l'on déploie dans le programme d'inspiration et d'entraide que l'on mène au sein d'Assopreneur. Donc, vous pouvez y aller, vous pouvez l'utiliser. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est qu'à partir de maintenant, pour tous vos documents stratégiques, que ce soit au niveau de l'association ou même au niveau des projets un par un, vous pouvez appliquer ces 4 piliers. C'est ça qui est super intéressant avec cette méthode, c'est que soit vous la prenez à un niveau macro et c'est pour piloter l'asso, soit vous la prenez à un niveau micro et là, on est sur chaque projet. Vous pouvez appliquer cette méthode des 4 piliers pour définir chaque projet. Voilà, c'est vraiment pour ça que je la trouve super et en plus, je trouve qu'elle est facile à retenir. Donc, voilà, on y va. On va aller dans le pilier 1 qui est le pilotage. Un ou une assopreneur à l'aise dans ses fonctions avec une gouvernance efficace. Alors, dans ce pilier-là, qu'est-ce que l'on va regarder en fait? Vous voyez dans chaque pilier, il y a 2 éléments. Il y a toujours quelque chose avec quelque chose. Donc en fait, finalement, il y a 8 grands éléments. Il y a 4 grands piliers avec à chaque fois 2 éléments. Donc là, dans le premier élément, un assopreneur ou un DG à l'aise dans ses fonctions, on va se demander en fait, je vais aller regarder qui pilote l'association au jour le jour. Donc il faut déjà vous demander, est-ce que je suis seule dans mon pilotage? Est-ce que je me sens seule? Voilà. Et en fait, sur cette méthode des 4 piliers, on va en fait sur le pilotage aller regarder avec comment est-ce que vous pilotez, comment est-ce que vous managez. On va aller regarder si vous avez par exemple un mentor, si vous avez un groupe de mastermind, de co-développement. On va aussi aller regarder comment est-ce que vous êtes à l'aise dans votre posture de DG ou de président, fondateur ou de bénévole ou de membre du CA, quelle que soit votre fonction. On va regarder votre posture. On va regarder comment est-ce que vous managez de façon non hiérarchique. Je ne sais pas si le fait de parler de management non hiérarchique, est-ce que ça vous parle ou pas? Parce que ça, c'est quelque chose qui est très important. Et dans le monde associatif, c'est quelque chose que l'on apprend très vite, ou en tout cas, on a vite après l'habitude de le faire. Est-ce que vous voyez de quoi je parle là-dessus? Moi, ça ne me parle pas, mais j'aimerais bien savoir ce que c'est. Oui. Et je vois aussi que Maëlie a dit pas du tout. Alors en fait, le management non hiérarchique, c'est le fait d'aller manager des personnes sur lesquelles vous n'avez aucun lien hiérarchique, aucun lien de contrat de travail, aucun lien de contrat commercial. Voilà. Et donc, quand vous êtes dans une association, on va travailler avec des membres, on va travailler avec des bénévoles, on va travailler avec des partenaires du territoire ou autres. Et en fait, toutes ces personnes-là, en tant que vous, leader de l'association, parce que c'est vraiment ça l'idée, c'est de regarder la personne qui est au pilotage, vous allez devoir manager des personnes sur lesquelles vous n'avez aucune emprise hiérarchique, aucun lien commercial. C'est le plus dur du management qui existe. Et ça, c'est une vraie compétence que vous avez. Donc, si à côté de ça, vous avez, dans tous les cas, dans votre CV, c'est quelque chose que vous pouvez rajouter. Management non hiérarchique. Voilà. Et en fait, dans une association, on va manager à l'envie, on va manager à l'impact. On va emmener les personnes quand on commence quelque chose, on emmène les personnes sur une idée, sur un projet, et puis au fur et à mesure que l'association avance et a des résultats, on emmène, c'est beaucoup plus facile d'emmener. Mais quand on lance des choses au début, pour ma part, moi j'ai aussi eu des structures que j'ai dirigées du tout début jusqu'à plus de 10 ans,
Au début, j'emmenais les gens sur on va faire un truc super, mais il n'y avait rien. Et puis après, en revanche, quand on a les chiffres clés, quand on a la mesure d'impact, etc., c'est beaucoup plus simple. Mais ça, c'est très important, le management non hiérarchique. Et ce n'est pas évident. Voilà. Alors, je vais regarder sur les petits éléments qu'on avait envie de vous donner sur ce pilier-là. Alors, management des membres et management des bénévoles, on en a parlé. Alors, il y a une chose que je peux vous donner comme ce qui est intéressant quand on manage des bénévoles ou des membres, peu importe, hein, c'est d'essayer toujours de connaître quelle est la cause profonde de la personne qui s'implique avec vous. Que ce soit quelqu'un qui s'implique dans le CA, que ce soit quelqu'un qui s'implique dans un projet ou quelqu'un qui s'implique de façon récurrente, régulière dans l'association. Essayez de comprendre quelle est sa cause profonde, à lui ou à elle. C'est-à-dire de lui demander de savoir pourquoi cette cause, la cause que vous défendez, pourquoi cette cause touche cette personne. Donc pour ça, c'est vrai qu'il faut faire du relationnel. Dans une association, il faut faire de l'interpersonnel. Et à chaque fois que vous êtes avec les personnes qui s'impliquent régulièrement, parce que si vous avez beaucoup de bénévoles, vous ne pouvez pas faire ça pour tout le monde. On va dire qu'on va prendre le noyau dur, peut-être qui s'implique plus ou souvent. Voilà. Essayez de voir quelle est sa cause profonde. Et ensuite, essayez peut-être d'identifier quelle est sa zone de génie. Est-ce que vous savez ce qu'est une zone de génie ou pas? Est-ce que vous avez déjà entendu ce terme? Non? Non. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager un élément là-dessus, quelque chose de très concret. Alors, je vous partage. Ça, c'est vraiment intéressant. Hop. Comment trouver sa zone de génie? Même pour vous, en tant que pilote de l'association. En fait, souvent, les équipes dans les associations, on n'a souvent pas assez de personnel et parfois, on n'a pas du tout de salariés. Donc, on manque toujours de temps. On a toujours besoin de déléguer à des bénévoles, à des partenaires, à des membres. Voilà. En tant que pilote, vous allez devoir tout le temps déléguer. C'est pour ça que c'est intéressant de savoir quoi déléguer à qui. Et c'est aussi intéressant de savoir, vous, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas déléguer. Et donc, vous, en tant que pilote, vous ne devez pas déléguer votre zone de génie. Et quand vous déléguez votre zone de moins génie ou de certaines parties, vous devez déléguer ça à la personne chez qui c'est sa zone de génie. Donc, on essaye plus ou moins, hein, mais voilà l'idée. Donc, la première étape pour définir votre zone de génie ou la faire travailler les membres du CA, par exemple, là-dessus, vous pourriez faire bosser les membres du CA pour trouver la zone de génie de chacun. Hein. Ça, ce serait super important, hein, super intéressant. Et donc, vous listez toutes les tâches que vous adorez faire au niveau, par exemple, de la gestion de l'association ou du pilotage de l'association, ce qui concerne votre implication dans l'association. Vous listez tout ce que vous adorez faire. Ensuite, dans cette liste-là, vous pouvez prendre un imprimé-écran, hein, de ça. Ensuite, sinon, on vous donnera… oui, je pense que l'imprimé-écran, c'est bien. Ensuite, de cette liste-là, vous allez sélectionner dans ces tâches que vous adorez, celles pour lesquelles vous êtes très doué. Vraiment, vous êtes doué pour ça. Ça vous donne une encore plus petite, on est dans l'entonnoir. Ensuite, dans cette liste-là, de ce que vous adorez faire, plus vous êtes très doué, vous allez sélectionner les tâches pour lesquelles vous ne voyez même pas le temps passer quand vous le faites. C'est-à-dire que vous pourriez le faire un vendredi soir à 18 h, alors vous êtes crevé, vous pourriez le faire quand même. Et parce que c'est quelque chose vraiment… Et là, quand on est là, paf, vous êtes dans votre zone de génie. Alors, je passe juste après, j'en profite. Il y a dans ce cas-là, à l'inverse, comment trouver sa zone de non-génie ou de moins génie? Pareil. Là aussi, c'est intéressant que vous puissiez la trouver parce que c'est quelque chose, là, en revanche, il faut déléguer. Votre zone de moins génie dans l'association, il faut l'identifier tout de suite. Enfin, dès que possible, quand vous pouvez, pas de pression, mais quand vous pouvez. Vous l'identifiez. Et à ce moment-là, il faut absolument trouver un moyen de la déléguer ou de trouver une équipe support. Soit c'est un freelance, soit c'est un bénévole, soit c'est un adhérent. Enfin, voilà, vous trouvez une solution parce que ça veut dire que sinon, pour vous, ça va être toujours dur, ça va revenir, ça va être un irritant, ça va être fatigant, ça va être un boulet au pied, etc. Donc, comment trouver sa zone de non-génie? Vous listez les tâches que vous n'aimez pas du tout faire dans l'association, dans votre travail de tous les jours ou dans votre fonction au sein de l'association. Ensuite, dans cette liste-là, vous sélectionnez, en plus, vous n'aimez pas le faire, mais en plus, vous n'êtes pas trop doué. Vous sentez que vous n'êtes pas super doué pour faire ça. Voilà. Ça vous donne encore l'entonnoir. Et ensuite, dans cette liste-là, des tâches que vous n'aimez pas faire, en plus, vous n'êtes pas super doué, vous sélectionnez celles qui, en plus, vous épuisent, vous fatiguent tout de suite. Vous avez à peine commencé, vous avez l'impression que ça fait 2 heures que vous êtes dessus. Et en plus, ça vous donne des boutons partout. Voilà. Et bien là, paf, vous êtes dans la zone de non-génie. C'est ça qu'il faut déléguer ou confier à un bénévole ou trouver un prestataire ou voilà. Voilà.
Attention, je vais couper le partage d'écran. Si vous vouliez faire une capture d'écran, je vais couper. Voilà. Est-ce que, avant que j'aille plus loin, sur ce petit outil là rapide, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que ça vous paraît utilisable, applicable? Léo dit OK, Laurence dit OK, j'ai vu Laure et Céline dire OK, merci. Et Maëlie dit oui, super sur le chat. Ah bah super. Et Chloé dit super, je ne connaissais pas du tout. Ah génial, bah, je suis contente. Top. Donc voilà pour la partie sur le pilotage, ce qui vous concerne vous. Il y a plein d'autres outils possibles, mais on a décidé de cibler avec Émilie pour cette heure qu'on a ensemble. Donc la deuxième partie de… je vais repasser sur la deuxième partie, hop, je repasse, de la méthode des 4 piliers sur le pilier 1. Donc tu me disais qu'on voyait quand même Émilie, hein, donc je vais rester comme ça. Ouais, c'est bon, on voit bien. Ouais, d'accord. Alors la deuxième partie, c'est une gouvernance efficace de ce pilier 1. Alors la gouvernance efficace, qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer. Pour moi, une gouvernance efficace, ça veut dire, est-ce que vous savez quels sont vos organes de gouvernance de façon très précise? Souvent, en général, dans une association, de façon, c'est pas celui-là. De façon classique, on a une AG. Par exemple, on a une assemblée générale. Imaginons que là, le gris, c'est parce que, par exemple, il y a 100 membres. Souvent, le plus classique, c'est une assemblée générale de 100 membres. On élit un conseil d'administration, par exemple, de 20 membres, à peu près. Et de ce conseil d'administration, on va élire, désigner un bureau de, par exemple, 7 membres ou 10 membres. Vous voyez, en général, c'est ça que l'on voit. Mais parfois, il y a juste un CA, parfois, il y a juste un bureau, pas de CA. Voilà, c'est OK. En fait, tout est OK tant que vous avez bien identifié votre organe de gouvernance et surtout que les différents postes fonctionnent. C'est-à-dire que vous programmez, en fait, je vais vous donner une petite technique, ce qui marche, ce qui change tout dans votre gouvernance. Outre avoir déterminé les zones de génie des administrateurs, ça on l'a dit juste avant, c'est de programmer. Donc l'outil qu'on voulait, qu'on voulait vous proposer avec Émilie, c'était programmer vos réunions de gouvernance. Donc moi, ce que je fais, j'ai toujours un programme annuel ou de 6 mois en 6 mois ou carrément annuel, selon les structures que je gère, où on a programmé toutes les dates, l'AG, les grands comptes plénières, les petits déjeuners, les événements signatures ou l'événement signature, etc., etc. Et donc, c'est pareil. Comme on programme les actions et les activités, on va aussi programmer la gouvernance. Voilà. Donc, et ce que je voulais vous donner comme petite astuce aujourd'hui, c'est la date réflexe. Est-ce que vous connaissez le concept de date réflexe? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Céline dit non, Laure dit non, Léo dit non. Maëlie dit non, mais Laurence dit non. Super, merci beaucoup pour vos retours. Donc, alors là, je suis trop contente. Comme vous dites non, moi, je suis trop contente parce que je me dis, ah, super, je transmets quelque chose, paf, ça passe de quelqu'un à quelqu'un à quelqu'un, et c'est trop bien. Donc, la date réflexe, moi, ça a changé ma vie. La date réflexe, c'est le principe de dire, par exemple, le bureau, pour moi, je vous conseille de faire un bureau une fois par mois. Voilà. Pour moi, dans la gouvernance, c'est une AG une fois par an, c'est un CA ou maximum 2 CA une fois par an dans l'année, et c'est en revanche un bureau par mois. Voilà comment on fait. C'est ça que je vous conseille. Et donc, le mieux, c'est de définir avec vos membres du bureau une date où ce sera toujours chaque mois au même moment. Donc, le bureau aura toujours lieu le premier lundi du mois à 19 h. Ou le premier samedi du mois à 14 h. Ou à 9 h. J'ai une bêtise, hein, mais selon votre asso. Et c'est ça la date réflexe. C'est de définir le créneau réflexe qui reviendra. Et donc, les membres, c'est plus facile pour vous, pour l'organiser, planifier, envoyer les invitations, préparer les mails, etc. Et c'est plus facile pour les membres du bureau ou du CA, enfin les membres du bureau, parce que ça va se mettre plus facilement dans leur agenda. Donc vous voyez, et vous verrez, ça, vraiment, ça change tout. Il faut vraiment, vraiment, vraiment programmer vos réunions de gouvernance et là, vous programmez de 6 mois en 6 mois. De janvier à juin, puis, de janvier à juillet, puis de septembre à décembre. Vous voyez, vous faites 6 mois, 4 mois, quand en gros. Tout le temps faire ça. Voilà. La date réflexe, moi, ça m'a changé la vie. Et pour tout, vous faites ça. Vous mettez en place un comité de pilotage, par exemple, d'un groupe de travail ou d'un projet. Vous avez un projet qui naît, vous avez défini un groupe de travail, donc des personnes dans l'association qui vont travailler dessus. Alors, ça peut être juste le bureau, hein, selon la taille que vous avez. Mais en tout cas, les personnes qui vont travailler sur ce projet, eh bien, vous définissez votre date réflexe de groupe de travail, de comité de pilotage de projet. Et c'est ça qui fait que ça marche. Qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, ce groupe de travail a lieu, cette réunion a lieu.
Même si une personne n'est pas dispo, c'est pas grave. On repousse surtout pas une réunion quand quelqu'un n'est pas dispo, hein. Sinon c'est la cata. Voilà ce que je voulais vous proposer que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que cette astuce de la date réflexe, vous pourriez l'utiliser ou l'appliquer? Je vois que Laure dit oui, ok, super. Léo dit oui, a priori. Alors, Finda, c'était non, peut-être pour connaître, peut-être avant. Maïli dit oui. Ok, génial. Oui, c'était ça, ok. Donc ça, super. Alors, il y a quelque chose là. Donc ça, j'en ai parlé. Programmer son année, fonctionner. Ah oui. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que j'ai parlé très vite de ça. C'est programmer son année. Ça, c'est très important. Donc, pour ça, il y a un truc qui fonctionne très bien, donc à part les agendas Google, tout ça, mais c'est aussi de faire du management visuel, c'est-à-dire de vraiment, sur Canva, par exemple, qui est un outil super pratique en ligne et gratuit pour les assos, Canva Pro, gratuit pour les assos, ça rime, allez-y. Vous faites un joli calendrier de l'année et vous mettez dessus les dates réflexes, les grands événements de l'année, vous programmez toute votre année, ou de 6 mois en 6 mois. Et en fait, vous partagez ça à tous les membres, à toute la gouvernance, etc., etc. Là, ça change tout. Voilà. Je vais continuer parce qu'il va nous rester 15 minutes, 20 minutes. Voilà pour le pilier 1. Mais en fait, le pilier 1, il est hyper important. Parce que ça paraît le plus simple, mais en fait, les relations avec la gouvernance, et vous en avez parlé, mobiliser les membres du CA, les faire s'impliquer, trouver des bénévoles qui participent au projet, c'est pas facile. Donc, pour résumer ce pilier, vous ne pas rester seul, trouver un réseau d'accompagnement, par exemple participer au webinaire de WeDo, c'est très bien. Ça vous fait votre réseau de pairs, ça vous fait un rendez-vous récurrent où vous retrouvez Émilie, vous retrouvez les autres personnes que vous allez commencer à connaître au fur et à mesure. C'est très bien. Ne pas rester seul. Travaillez votre management non hiérarchique. Imaginez que dites-vous bien que vous devez manager les bénévoles parce que c'est comme ça. Et ça facilitera le travail de tout le monde. Programmez votre réunion de gouvernance, programmez votre année. Pensez zone de génie, essayez de trouver la vôtre et faites réfléchir les membres du bureau ou du CA sur leur zone de génie. Et oui, en effet, nous dit Maëlie, c'est compliqué de faire investir les personnes et surtout régulièrement. Exactement. Je vais vous donner une autre technique pour ça qui s'appelle la technique de la petite phalange. Est-ce que vous connaissez ou pas? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Du tout. Phalange. Oui, Léo? Non, j'en ai jamais entendu parler, mais ça m'intéresse grandement. Ok. Moi, il y a un truc qui a toujours marché, j'ai toujours testé. Et dans ma dernière asso, celle où je suis partie avant de créer Assopreneur, j'avais donc cette association-là. On était 5 salariés, j'avais 130 personnes morales adhérentes et 500 personnes physiques. Ça représentait 500 personnes physiques bénévoles. On organisait 80 rencontres par an. On avait 2 événements signature, voilà, un chaque semestre. Et j'avais l'application des bénévoles représentait 3 équivalents temps plein, 3 ETP. C'était énorme. Et comment ça marche en fait? La petite phalange. En gros, imaginez que vous vous baignez dans le lac et vous avez un ami qui est sur la berge. Et vous lui dites, saute dans l'eau, enfin, qui est sur le ponton plutôt. On va dire plutôt pour un ponton. On ne peut pas y aller doucement, en gros, il faut sauter. Et donc, vous lui dites, plonge dans l'eau avec moi, viens, c'est super sympa, on va faire plein de choses super dans l'eau. Il va faire, j'ai froid, non, je vais tout mouiller, j'ai envie de manger une glace. Non. Ok. Donc, c'est non. C'est trop, le plongeon que vous lui demandez est trop compliqué. En revanche, vous lui demandez, goûte l'eau, plonge de la toute petite phalange pour voir si l'eau n'est pas trop froide. Ok. Paf. Ah ouais, c'est pas mal. Bah, allez, vas-y, mets le bras. Oui, c'est pas mal. Allez, bah, mets la jambe. Hop, il s'assoit sur le ponton, il met les pieds dans l'eau, il barbote. Et puis au bout d'un moment, on a envie d'aller dans l'eau. Et en fait, c'est ça la petite phalange. C'est la technique des petits pas. Donc, pour le bénévole. Et après, au bout d'un moment, l'ami, il saute dans l'eau et puis il barbote avec vous et vous êtes content. En gros, c'est ça l'idée. Et donc, ce qui marche très bien en bénévolat, c'est de confier des toutes petites phalanges de missions aux personnes, même pour votre bureau, même pour votre CA. Parce que tout le monde a une vie à côté débordante, crevante, et on sait très bien ce qui se passe en ce moment dans le monde. Donc, la charge mentale de tout le monde est surchargée. Et malheureusement, et dans l'association, et bien en fait, c'est la même chose. Il n'y a plus de charge mentale qui passe pour vous aider. Donc, proposer des petites phalanges. Voilà. Donc, des missions qui sont très cadrées de A à B, simples. Et plus vous allez demander une application effectivement régulière tout le temps, plus c'est difficile pour la personne de s'engager. Donc, il vaut mieux demander très peu et pas régulier, et plutôt ponctuel, et que la personne y prenne goût et ait envie de plus. Et vous demande, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Et c'est ça, en fait, c'est ça qui va tout changer au fur et à mesure. En revanche, je suis d'accord que tout le monde a la même problématique. Dans les membres Assopreneurs, tout le monde
cette difficulté à chaque fois à mobiliser, remobiliser. Je comprends. Mais essayez ces étapes-là. La zone de génie, comprendre la cause profonde de la personne, lui confier des missions qui rentrent, si possible, dans sa zone de génie, des missions courtes, à court terme, ponctuelles. Demandez-lui des petites phalanges. Essayez de voir si ça peut… et programmez vos dates de réunion. Et je veux bien que vous me disiez, au bout de quelques mois, peut-être, si ça a marché ou si ça a changé quelque chose ou pas. Voilà pour l'aspect. Et puis pour la gouvernance, voilà, pour la gouvernance, c'est bien équilibrer ces éléments de gouvernance et un bureau par mois. Très, très important. Est-ce que c'est OK pour vous pour que je passe au deuxième pilier? Oui. Super. Donc, je reviens sur l'écran partagé. Et n'hésitez pas à me donner vos réactions dans le chat parce qu'avec comme ça, Émilie et moi, on pourra rebondir. Vraiment, ce sera moi, je suis curieuse de savoir ce que ça suscite chez vous, tout ça. Pilier 2, c'est la stratégie. Vous voyez ici. Alors, le pilier 2, la stratégie, c'est avoir une stratégie d'impact ciblée avec un modèle économique cohérent. Voilà. Alors là, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire connaître les 8 composantes de votre association. Est-ce que vous savez quelles sont les 8 composantes, les 8 cibles ou les 8 parties, les 8 composantes, parties prenantes de l'écosystème ou de la communauté de votre association? Il y en a 8. Vous n'avez pas d'idée? Non, il y a des noms dans le chat. Ouais, c'est pas possible, vous me faites marcher. Ok, alors je vais vous donner, mais je suis sûre que quand je vais vous en parler, vous allez dire, mais oui, bien sûr. Voilà, est-ce qu'on voit Émilie là où Oui, c'est bon, c'est bon. Ok, elles sont là les 8 composantes principales de votre communauté. Tout d'abord, ce sont les bénéficiaires. Donc en fait, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de… il y a Maëlie qui ne voit pas, donc on va les dire bien fort. La première, c'est bénéficiaire. Et si je grossis comme ça, c'est mieux ou pas? Moi, je vois très bien, mais du coup, je suis mauvais exemple. Bon, allez, on va faire gros. Donc, la première cible ou composante ou partie prenante, vous l'appelez comme vous voulez, de l'association, ce sont les bénéficiaires, number one. On agit pour des bénéficiaires, quels qu'ils soient. Ensuite, ce sont les membres. Qui va bien vouloir avoir envie de vous rejoindre pour soutenir, porter la cause avec vous. Ensuite, les bénévoles. Qui va venir donner du temps, être actif pour faire des choses, qu'ils soient ou pas membres. Hein. Vous avez vu? Là, ici, et là, vous voyez, une personne peut cocher chaque case. Un bénéficiaire peut décider d'être membre et décider d'être bénévole. Un bénévole peut décider d'être membre, peut ne pas être bénéficiaire. Vous voyez? C'est ça qui est intéressant, c'est de bien les séparer. Et quelqu'un peut avoir toutes les cases. Ensuite, vous avez les donateurs, /mécènes, /financeurs. Ensuite, vous avez les partenaires, /prescripteurs, /territoires. Ensuite, on va avoir les sponsors privés. Souvent, les sponsors privés sont complètement oubliés, alors que c'est une des branches de la recherche de fonds. C'est une des façons de financer votre association. Bien sûr, après, on va avoir l'équipe permanente. Et puis, en 8, on va avoir la gouvernance. Hop, je vous mets les 8. Tac. Je vous mets les 8 dans le chat. Tac, comme ça, si jamais vous ne l'aviez pas vu, vous pouvez copier-coller. Voilà, donc ça, dans la stratégie, il faut que vous connaissiez, vous ayez défini, en fait, faire un mapping de toutes ces personnes-là, physico-morales, qui rentrent dans ces cases. Et est-ce que l'une rentre dans plusieurs cases ou pas? Ça, c'est important que vous sachiez ça. Donc, en gros, ce que je vous conseille aussi de faire, c'est de définir votre cercle d'or. Alors là, j'adore ça, le cercle d'or. Est-ce que vous connaissez le cercle d'or? Non. Non? Oh là là, mais je suis trop contente. Le cercle d'or, ça, c'est une technique de stratégie et de pitch. S'il n'y a qu'un seul élément de stratégie à faire, c'est faire votre cercle d'or. Ça peut être un moyen aussi de remobiliser ou de continuer à mobiliser les membres du CA, par exemple, c'est de les faire travailler dans un atelier de CA sur le cercle d'or. Alors, ce cercle d'or, ce n'est pas moi qui l'ai imaginé, c'est Simon Sinek. Vous tapez cercle d'or Simon Sinek sur Internet, ou sinon, moi, j'ai ici un lien que je peux mettre dans le chat, où ça donne directement sur la bonne vidéo à aller regarder. Paf, je vous l'ai mis. Pour aller se former au cercle d'or. Vous regardez cette vidéo 1000 fois, mais juste même 2 fois, ça suffit. Et vous saurez tout sur le cercle d'or pour l'appliquer après derrière. Pour moi, c'est la meilleure méthode de pitch qu'il soit.
pour une association parce qu'en fait, elle part de la cause. Et à la base, elle a été créée pour le monde lucratif. Et moi, je trouve que c'est la meilleure pour le monde non lucratif. Donc, ça, c'est très important de savoir pourquoi vous agissez, c'est-à-dire votre cause. Une petite astuce pour vous aider à trouver votre cause et à faire trouver la cause aux membres du CA. C'est intéressant de voir comment les membres du CA, ils parlent de la cause que vous défendez. Vous leur proposez de commencer la phrase par « ce n'est pas normal que ». Vous leur dites dans le monde, pour toi, par rapport à la cause que vous défendez, c'est quoi qui n'est pas normal? Et quand vous voyez que la personne s'énerve sur table et presque tape du poing sur table pour dire « c'est pas normal », vous êtes sur la cause là, vous êtes sur la cause profonde, ça retourne les tripes. Et vous leur faites dire « on a besoin de… ». On a besoin de quoi en fait? Pour que le monde aille mieux, on a besoin de quoi? Par rapport à votre cause, bien sûr. Vous pouvez travailler là-dessus. Ça, c'est le why, c'est la cause. On va rire, enfin, on pourrait en rire, mais en fait, il y a très peu de personnes qui arrivent à vraiment définir leur cause. Parce que souvent, ce que l'on fait, on commence par dire qu'est-ce qu'on fait. Par exemple, j'organise des ateliers pour les enfants atteints de syndrome de l'autisme. J'organise des ateliers pour les aider à nager dans une piscine. Ça, c'est exactement ce que vous faites. Mais la cause, c'est pas ça. La cause, c'est favoriser l'inclusion des personnes qui ont le syndrome de l'autisme. Et favoriser l'inclusion des familles aussi, du coup. Vous voyez? Donc, en fait, c'est ça le cercle d'or. C'est de dire, attention, on commence par la cause. Ensuite, on parle des valeurs. On dit comment on réalise son impact. Qu'est-ce qui nous différencie d'une autre asso qui aurait la même cause que nous. Et ensuite, seulement si on a le temps par rapport à notre interlocuteur eh bien, on dit exactement ce qu'on fait. Et en fait, vous verrez, Simon Sinek l'explique dans cette vidéo, ça change tout. Ça, c'est un bon atelier à faire avec les membres, hein, avec les membres du CA, avec les membres du bureau, avec peu importe. Et pareil, encore une fois, ça, vous pouvez le faire à un niveau macro, c'est-à-dire définir le cercle d'or de votre association. Et vous pouvez ensuite le faire à un niveau micro, à ce moment-là, pour un projet. Vous faites le cercle d'or du projet. Ça marche super bien. Donc, depuis le début, en gros, s'il y avait 2 outils à retenir au niveau stratégie, vous voyez, ou pilotage, on a dit la méthode des 4 piliers pour l'asso ou pour le projet, et le cercle d'or pour l'asso ou pour le projet. C'est bon pour vous? Est-ce que je continue? Oui. Il dit OK, j'adore. Merci. Donc là, on est sur je reviens sur le pilier. Donc là, on a parlé de la stratégie, très important, et le modèle économique, c'est comment est-ce que l'association va réussir à collecter plus d'argent qu'elle n'en dépense. Une association, elle doit collecter plus d'argent qu'elle n'en dépense. En fait, dans les bilans de tous les appels à projets qu'on vous demande de faire ou dans les subventions, il faut toujours arriver à un équilibre, on est bien d'accord. À chaque fois, il faut que notre budget soit équilibré. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit dépenser exactement autant qu'on gagne. Parce que si on fait ça, on n'arrivera jamais à pérenniser la structure. On a besoin d'avoir une trésorerie d'avance. On a besoin d'avoir un matelas en cas de coup dur. Regardez ce qui nous arrive depuis 2 ans avec le Covid, plus tout ce qui se passe dans le monde. Donc, c'est ça, en fait, que souvent, le problème que je vois dans les modèles économiques, c'est que déjà, toutes les branches de la recherche de fonds n'ont pas été activées. Donc, c'est-à-dire qu'on peut aller chercher des fonds différemment. Il faut diversifier sa recherche de fonds, faire autre chose que des demandes de subventions. Vous voyez, il y a plein de choses possibles à faire. Et dans le programme, c'est ce qu'on aide les membres à faire. Et puis, ce que je vois aussi, c'est ça, c'est le fait que quand vous créez un budget pour votre asso ou un budget pour un projet, souvent, on le fait pile poil. On va collecter autant de fonds pile poil qu'il y en a qu'on dépense. Mais non, il faut se prévoir une marge. C'est qu'en prévoyant une marge qu'on arrive à pérenniser l'asso et puis surtout qu'on arrive à créer de l'emploi. Donc, pour ça, il y a quelque chose que je vois tout le temps dans les budgets, dans l'assopreneuriat ou même chez les DG. Hein. On oublie de prendre en compte le temps humain, le temps bénévolat d'ailleurs, le temps que l'on met pour chaque projet ou pour faire tourner l'asso. C'est pour ça que moi, je vous conseille de lister tout le temps bénévole qui est passé, le vôtre quand vous êtes bénévole, ceux des membres du CA et tous les membres de l'association qui font du bénévolat. Listez tout. Et pour chaque projet, vous regardez le temps global qui a été consacré à ce projet et vous transformez ce temps. Par exemple, on a passé 200 heures sur ce projet. Vous transformez ce temps en sous-sous. Je dis sous-sous parce que j'aime mon expression. Par exemple, si on a fait 200 heures, on va dire à 40 ou 50 euros de l'heure,
paf, on a déjà 10 000 € à mettre en plus dans le budget du projet. Parce que peut-être que le projet, en fait, il coûtait juste 2 000 € de vraies charges, de charges tenant sur l'attribution. Donc, dans notre dossier de subvention, on met 2 000. Mais la subvention, elle prend en charge que 50 ou 60%. Donc, on va toucher d'autant moins. Alors que si on prend en compte le temps bénévole et votre temps, le temps vraiment de portage de projet, paf, on est à 10 000, on est à 12 000, du coup, 10 plus 2. Et là, une subvention à 50% de 10 000, ça n'a rien à voir. Donc, en fait, c'est ça qui change tout pour pouvoir vous financer. Est-ce que vous avez une réaction donc, et après, je vais peut-être vous demander si vous êtes OK pour rester juste 5 minutes de plus pour que je puisse finir, si jamais c'est possible pour vous. Est-ce que vous voulez réagir ou rebondir sur ces 2 premiers piliers? On a vu le pilotage, on a vu la stratégie. Qu'est-ce que vous en pensez? Super intéressant, merci beaucoup. Oh, merci. Maëlie dit OK pour rester plus longtemps. Merci, super, merci beaucoup. Excusez-moi, je suis un petit peu en retard. Ouais, moi c'est pareil, même si c'est une demi-heure, je suis là. Ah, génial, trop bien. Trop bien. Gabriel dit OK aussi. Est-ce que vous avez une réaction avant que je continue? J'aimerais bien avoir votre retour sur ces 2 premiers piliers. Est-ce que vous pensez que vous pouvez mettre en place certaines choses? Merci Maëlie. Oui, Céline? Moi, j'ai juste une petite remarque. Pour moi, c'est un peu le début, mais un bureau par mois, à la fois, je trouve que c'est une super bonne idée, mais j'aurais peur de ne pas avoir finalement assez de contenu pour les voir une fois par mois. Enfin, j'aurais peur de manquer de méthode et de matière. Ah, je comprends. Je comprends. Alors, je dirais que le minimum, pardon, le minimum, c'est une fois par trimestre. C'est vraiment le minimum et il faut vite passer à une fois par mois. Donc, l'idéal, c'est une fois par mois. Si pour vous, pour X raison, c'est trop, dans ce cas-là, vous pouvez essayer toutes les 8 semaines ou sinon une fois par trimestre. Mais vraiment, faites pas moins. Parce qu'en fait, on sait que tout le monde travaille juste avant ou juste après un comité de pilotage ou un bureau. Même vous, ça vous oblige à avancer sur ce que vous vouliez faire pour l'asso. Et ça vous rappelle dans la tête des membres, des bénévoles, etc. Donc, c'est pour ça que c'est très important. Donc, pas moins qu'une fois par trimestre. Et moi, je dis toujours qu'il vaut mieux avoir un bureau de 30 minutes une fois par mois qu'un bureau d'1 heure une fois tous les 2 mois ou une fois par trimestre. Donc, il vaut mieux à la limite faire une fois par mois, mais plus court. Voilà. Mais ça, après, je vous laisse libre de décider. Est-ce qu'il y a une autre réaction ou une question avant que l'on continue? D'accord, bah super. N'hésitez pas encore à me dire ce que vous en pensez, à nous dire dans le chat. Et je vois que Maëlie a dit très intéressant, ça donne envie de mettre tout ça en place. Yes, trop bien. Merci pour vos retours. Alors, on y retourne et on va finir. Et je vais faire ça. Je vais vraiment tout faire pour ne pas vous garder trop longtemps. On va dire 5-10 minutes, je pense, max. On va poursuivre. Le prochain pilier, c'est l'action. De toute façon, les 2 plus gros piliers, c'est pilotage et stratégie. Et donc ça, on a fait le plus gros. Enfin, c'est pour ça que ça prend plus de temps que les autres. Là, dans le pilier 3, c'est l'action. C'est un programme d'action et d'événements concrets avec des livrables utiles. Quand on parle d'action, en fait, c'est souvent votre pilier le plus fort. Parce que dans Assopreneur, on fait toujours un diagnostic de vos piliers quand vous entrez. Généralement, tout le monde a le pilier 3 en plus fort. Parce qu'en fait, généralement, quand on se lance, on sait ce qu'on a envie de faire concrètement pour sa cause, ou pour ses bénéficiaires, ou pour son sujet. Ça, souvent, on sait. Donc, généralement, il est très fort. Mais on peut quand même structurer ce pilier-là. Donc, la façon de le structurer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est programmer votre année d'action. Essayez de voir un petit peu plus loin, de vous projeter, de dire sur 6 mois, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Et de 6 mois en 6 mois, voilà, programmez vos semestres d'action. Donnez les dates le plus longtemps possible à l'avance. Communiquez le plus longtemps possible à l'avance, parce que c'est souvent ça la problématique. Et programmez bien vos... alors, on a Finda qui avait disparu, hop, qui est revenu. Programmez bien vos relances, programmez, vous voyez, sur votre... si vous avez un grand agenda, genre les grands agendas qui font 1 mètre par 1 mètre, avec un management visuel, avec des post-it, des couleurs, ça c'est super pratique. En gros, quand vous avez une date d'événement, vous vous dites 1 mois avant, il faut avoir envoyé des invitations au moins 1 mois avant. 3 semaines, 15 jours avant, faites des relances. Et puis 2 mois avant, enfin idéalement, là je parle vraiment quand on a programmé longtemps. 1 mois et demi, 2 mois avant, on envoie le save the date. Voilà, moi quand je fonctionnais comme ça, j'avais tout été noté. Au moment où on envoie le save the date, on envoie aussi le communiqué de presse, puis on relance la presse. Vous voyez, on avait tout mis en même temps. Donc ça, c'est l'idéal quand c'est possible pour vous de le faire. Ensuite, il y a
une astuce aussi qui est super bien, qui s'appelle, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'avez capté au vol, attrapé au vol, mais en gros, ça s'appelle l'événement signature. Est-ce que vous connaissez cette astuce-là et cet outil-là, l'événement signature? Je vois que Céline a dit non. Est-ce que vous l'avez déjà entendu, cet élément? Non. Léo, donc non. Chloé, Laurence, Maïli dit non. Finda dit non. Chloé dit non. Ok. Alors, donc là, l'événement signature. Là encore, c'est quelque chose de très simple et pragmatique. Comme toujours, moi, j'aime que ce qui est simple mais efficace. Et pragmatique, voilà. L'événement signature, c'est de dire, c'est un événement que vous organisez au moins une fois par an, qui a une ampleur un peu plus importante. Mais ça peut juste être 2 heures, hein, c'est pas grave, mais juste que c'est un élément qui n'a lieu qu'une fois par an et qui permet de vous faire connaître votre association, qui permet d'inviter un peu tout le monde très largement, de faire connaître votre cause, d'apporter de la valeur ajoutée, bien sûr, sur le sujet. En gros, c'est l'événement, même si on ne connaît pas votre asso, on connaît cet événement et on sait que cet événement-là, mais oui, c'est l'événement de la cause X. Vous voyez, c'est un événement qui va avoir une renommée supplémentaire et qui va s'ouvrir à l'extérieur, pas que pour vos membres et vos bénéficiaires, mais pour toute votre communauté de façon très large, les 8 cibles que je disais tout à l'heure. Et comme les grands chefs, ou même tous les chefs restaurateurs ont un plat signature, nous, les associations, on a un événement signature. Parce qu'on fait beaucoup de mise en relation, parce que ce sont les êtres humains qui se mettent ensemble pour défendre quelque chose, pour travailler sur quelque chose. C'est ça, les associations. Et donc, on organise beaucoup de rencontres. Et donc, c'est pour ça qu'on a un événement signature. Voilà. Donc, je vous invite, si vous n'en avez pas encore déjà un, et peut-être qu'il se dessine déjà dans votre tête, peut-être que vous dites, mais si, en fait, j'en ai un, c'est celui-là. Imaginez-le, travaillez-le avec le bureau ou le CA. C'est super mobilisateur, c'est très structurant. Et quand vous programmez votre planning de l'année, hop, vous mettez votre événement signature. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que vous pensez que vous pourrez utiliser cette technique de l'événement signature? Laure dit complètement. Maëlie dit carrément. Oh, trop bien, je suis contente. Vous pouvez me dire non, Claire, ce que tu dis, c'est à côté de la plaque. Hein, je peux tout à fait l'entendre. Laurence, c'est déjà en place. Ah, bravo, Laurence, super. Effectivement, vous êtes DG, donc je ne suis pas étonnée que vous l'ayez déjà mis en place. Léo, oui. Ok, super. Chloé dit oui, totalement. Surtout que l'on cherche à mobiliser des bénévoles, ça pourrait être une idée. Mais complètement. C'est un élément, c'est un moment fédérateur. Vraiment, c'est très, très fort. Bon, super. Donc ça, je vais revenir sur un dernier élément avant de passer au dernier pilier et de vous remercier. Vous voyez, je reviens sur le pilier 3. On a dit un programme d'action et d'événements concrets. Je ne passe pas plus de temps sur le programme d'action parce que sinon, vous savez ce qu'il faut faire pour aider vos bénéficiaires, pour aider votre cause. Vous savez ce qu'il faut faire généralement. Ce n'est pas là qu'il y a les ajustements. Mais moi, je voudrais attirer votre attention sur les livrables utiles, ce que j'ai écrit ici. Est-ce que livrable, parce que souvent, livrable, on n'a pas la même idée derrière. Qu'est-ce que ce serait pour vous un livrable utile? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Qu'est-ce que ce serait pour vous un livrable utile dans le cadre des actions et des événements? Un livre, carrément, un livre. Laurence, un guide pratique, exactement. Est-ce que vous avez d'autres idées de livrables utiles? Un flyer explicatif? Oui, un flyer explicatif, carrément. Excusez-moi, j'ai un peu crié, je crois. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, en fait, c'est quand vous préparez vos événements, quand vous imaginez vos actions, vos groupes de travail, vos groupes projets, vos commissions de travail, quand vous mettez en place les actions, les projets, imaginez dès le départ, quand vous faites les 4 piliers du projet, imaginez dès le départ le livrable, c'est-à-dire ce qui va rester après que l'action ou l'événement ait eu lieu. C'est un peu les rapports bilans aussi pour, que tu peux faire après un événement pour remettre les stats de combien il y avait de personnes et par exemple. Valoriser tout ça pour aller chercher d'autres subventions derrière, par exemple, des choses comme ça. Complètement. Les livrables peuvent être à destination interne pour vous, pour votre suivi, votre pilotage et l'historique de l'asso et les financements. Mais les livrables peuvent être aussi plus ouverts sur la communauté, même extérieure. Donc, c'est les deux. Il faut prévoir les deux, en fait. Exactement. Et donc, c'est qu'est-ce qui va rester de façon digitale ou vraiment physique pour parler, qui va nous permettre de parler de l'événement ou de l'action qui a eu lieu. Donc, et souvent, en fait, si on n'a pas imaginé le livrable avant l'événement, on se retrouve coincé.
Et on se dit, mince, si j'avais pris un photographe, ou mince, si j'avais demandé à telle personne de faire une vidéo, mince, si j'avais interviewé telle personne qui était venue. Alors que si vous l'avez programmé, ça change tout. Donc, ça peut être effectivement un livre, un guide pratique, un flyers, un rapport. Ça peut être juste des photos, des vidéos, des témoignages écrits ou sons ou vidéos. Ça peut être un partenariat avec des journalistes, avec des supports magazines spécialisés dans votre cause, de faire ensemble une rétrospective ou de faire ensemble enfin, voilà. Vous pouvez faire plein de choses, mais tant que vous l'avez prévu à l'avance, c'est beaucoup plus facile. Ça change tout aussi, ça, de prévoir ses livrables à l'avance. Voilà ce que je voulais dire pour la partie action. Est-ce que vous voulez rebondir avant que je passe au dernier pilier sur cette partie programme d'action et d'événements concrets avec des livrables utiles? Oui, Céline. Moi, j'ai 2 questions. Oui. Alors, j'ai compris là, la notion du livrable qui va permettre de garder une texture de l'événement, quelque chose de concret. Est-ce que c'est quelque chose qu'on prévoit de délivrer après ou quelque chose qu'on prévoit de délivrer pendant l'événement? Comment ça se… Oui. C'est quoi le mieux? Les deux, ma capitaine. Le mieux, c'est pendant. L'idéal, c'est quand votre livrable il est remis pendant et qu'il laisse une trace auprès des personnes qui ont participé à l'événement. Ça, c'est vrai que c'est l'idéal quand c'est possible. Ça n'est pas toujours possible parce que, par exemple, des photos, on ne peut pas toujours les prendre. Comme avec les photos boost, on en a de plus en plus. Donc, quand vous pouvez délivrer le livrable pendant l'événement, c'est encore mieux. Parfois, ce n'est pas possible et donc, il sera envoyé après et ça continue le lien, ça poursuit le lien. Donc, j'ai envie de te dire les deux. Tant que tu l'as prévu d'avance, parce que même si tu vas le réaliser après, tu auras besoin du matériel, des matériaux qui ont été pris pendant. Donc, si tu n'as pas pensé à les prendre, on est coincé. Est-ce que tu avais dit que tu avais une deuxième question, je crois? Non, mais c'était ça en fait. Je pense que c'est-à-dire que je crois que ma deuxième question, c'était que j'avais un peu de mal à imaginer sur quoi on pouvait partir. En tout cas, je parle pour mon cas. Hein. Disons que j'ai l'image un peu, vous savez, je pense que vous avez tous vécu ça, du petit flyer ou du petit livret, des 3 feuilles pliées qu'on vous donne à la sortie d'un salon ou d'un événement et en fait qui finit au fond de la voiture. Vous savez, vous retrouvez sous un siège 6 mois après, quoi. Complètement. C'est pour ça qu'on ne va pas faire ça. On va surtout pas faire ça parce que pour le coup, en revanche, tu mets le curseur au bon endroit, Céline. Excuse-moi, je te tutoie, mais vraiment, je te propose de me tutoyer aussi. Mais on ne s'est pas encore vu dans le programme, c'est pour ça. Dans ce cas-là, ce qu'on imagine, c'est un livrable, je disais utile. Utile en valeur ajoutée, en contenu, mais utile aussi dans son être, en fait, aussi. Donc, il faut qu'on se creuse la tête pour savoir qu'est-ce qui va rester sur le bureau, qu'est-ce qui va rester sur l'étagère, qu'est-ce qui va rester dans le sac à main, qu'est-ce qui va rester dans la poche des personnes qui vont venir. Et c'est ça qui est super intéressant au niveau de créativité. Il y a plein de choses à faire. Voilà. Est-ce que vous avez une autre réaction avant que je passe au dernier pilier? On aura fini et je vous remercie beaucoup d'être restés. Est-ce qu'on peut considérer qu'un goodies, c'est un livrable utile? Alors, c'est une bonne question aussi, ça, parce qu'il y a une mode des goodies où on en mettait dans tous les sens et on repartait d'un salon, on avait un sac complet de goodies, presque plus que d'infos. Aujourd'hui, c'est plus tout ça, on est bien d'accord. Donc, Ouais. je dis que les goodies, attention, aujourd'hui, c'est à double tranchant. Il faut qu'ils soient écolo, pratiques, utiles, hein, parce que ça passe plus du tout et puis on ne le fait plus. Mais si jamais vous arrivez à trouver ce que vous appelez goodies qui est en lien avec ce que je disais, c'est bon. Ouais, en fait, j'ai une idée précise et c'est pas n'importe quel goodies classique. Typiquement, c'est un jouet un peu hors norme qu'on trouve nulle part, mais qui vient complètement donner du sens à ce qu'on fait nous. Est-ce que c'est intéressant? C'est bon, c'est ça. Exactement, c'est ça. Quelque chose où on sait que c'est votre asso, c'est votre cause, c'est vous. Et en plus, ça a un aspect goodies pratique, c'est super. Ok, cool, merci. Vraiment. Et Laurence est obligée de quitter. Partir, ouais. Merci Laurence. Merci. Alors, le dernier pilier, Laurence, juste, c'est une animation dynamique de votre communauté. Donc, c'est comment vous animez votre communauté. Je le fais très, très vite avant que vous partiez. Comment vous animez votre communauté, comment vous créez des liens avec tous les 8 parties prenantes dont on parlait, et comment vous créez des relations avec les acteurs du territoire. Alors, comme vous êtes DG, c'est quelque chose que vous faites tous les jours. Et c'est cette partie-là, en fait. Relations publiques, relations presse et animation de la communauté avec une communauté en ligne. Et sont bien sûr les réseaux sociaux et l'aspect communication. Voilà. Et le CRM.
C'est bon. Sur cette partie de com, vous avez aussi des éléments sur WeDo pour vous aider à faire un plan de communication, comment planifier vos actions de com dans le temps, quel message pour quelle cible, etc. Il y a pas mal de ressources aussi sur le site pour vous aider à avoir une com pertinente. Donc, Génial. n'hésitez pas aussi aller jeter un coup d'œil. Alors, utilisez WeDo. Donc, merci Laurence et à très bientôt. Et donc, je termine très vite là, voilà, dans le complément de ce que je disais un petit peu à la va-vite. Le pilier 4, animation dynamique de votre communauté. Rappelez-vous, la communauté sont les huit composantes dont on a parlé tout à l'heure. Avec un relationnel structuré, c'est comment votre association, elle vit en tant que personne morale et comment elle crée son propre relationnel en tant qu'association. Donc, avec les partenaires du territoire, avec les partenaires de votre cause, avec les acteurs structurants de votre cause, de l'échelon le plus local à l'échelon le plus européen. Faites toujours l'entonnoir, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Et donc, l'animation, c'est comment est-ce que je tiens au courant mes membres de ce que l'on fait? Comment est-ce que je communique avec les membres? Est-ce que je propose aux membres de communiquer entre eux? Est-ce que j'ai mis en place de l'entraide ou des moments conviviaux où ça s'y prête pas peut-être, hein, mais voilà, c'est comment vous créez ces relations entre les gens. Parce que vous connaissez tout le monde en tant que pilote, mais les membres ou les bénévoles, ils ne connaissent pas, ils se connaissent pas. Et c'est au moment où on arrive à se rencontrer dans ce réseau qui est le sien, qui est l'asso, là c'est bonheur. Et pareil avec vos bénéficiaires, comment vous gardez le lien? Comment est-ce que vous faites un suivi? Comment est-ce que vous transmettez aux membres et aux bénévoles ce que vous faites avec les bénéficiaires? Voilà, c'est tout ce lien-là. Donc, ça passe par, bien sûr, les réseaux sociaux, la communication dont a parlé Émilie. Donc, bien aller voir sur le site WeDo tout ce qui est proposé comme accompagnement là-dessus. Et puis, ça va passer aussi parfois par une communauté en ligne, une plateforme en ligne, pardon. Donc, des plateformes en ligne sur lesquelles vous pouvez mettre plus d'infos, plus de contenu, des retours su, des vidéos, voilà. C'est un endroit où vous allez proposer à votre communauté, quelle qu'elle soit, de créer un compte sur cette plateforme, souvent qui est accès gratuit, pour avoir plus d'infos et échanger entre elles. Donc là, vous pouvez vous demander, est-ce que moi, j'aurais intérêt à ouvrir une communauté privée, autre que, alors ça peut être le groupe privé Facebook, mais il y a d'autres choses qui existent aujourd'hui que ça, qui peuvent même être en complément. Il y a des Discord, des Slack, des Telegram, des choses comme ça. Voilà. Et donc, le relationnel structuré, on en a parlé, c'est quand vous allez lister tout à l'heure les partenaires, c'est comment vous prenez contact au titre de l'association, comment vous gardez le contact avec vos partenaires. Il faut vous rappeler à leurs bons souvenirs. Les vœux chaque année, ça marche très bien. Le rapport d'activité, ça marche très bien. Et surtout, les livrables que vous allez créer pour votre événement signature, vous pouvez l'envoyer même aux partenaires qui ne sont pas venus. Voilà ce que je vais juste vérifier que j'ai rien oublié par rapport à ce qu'on s'était dit. Je pense qu'on a vu tout ce qu'on avait prévu au moins de vous donner comme astuce. Je crois que j'ai réussi, Émilie, à tout placer. Bravo. Voilà. Vous avez des questions par rapport à tout ce que Claire vous a dit sur ces 4 piliers? Et vos réactions, voilà. Ouais. C'est le moment de nous dire si vous avez des questions. Moi, j'ai plus rien. Moi, j'ai une petite question. Déjà, merci beaucoup. C'est super intéressant. Vraiment très, très intéressant. Tu as parlé, Claire, de Discord, Telegram, et j'en ai loupé un, je crois, ou une plateforme. Slack, ouais. Okay, nickel. Ça, c'est déjà en interne, donc je l'ai loupé, mais je l'avais. Ok, cool. Merci beaucoup. Merci, Laure, pour ton message dans le chat qui dit merci, merci, merci. Merci, Gabriel, qui dit super intéressant. Je vais vous demander, on va vous demander un mot pour nous dire ce que vous avez retenu de cet atelier. Avec quoi vous repartez? Chloé dit vraiment merci pour ce webinaire. J'ai énormément appris plein de nouvelles méthodes. Oh, je suis super contente. Merci, Chloé. Je suis trop contente. Donc, de la méthode pour Chloé. Ouais, moi je pense que c'est ça aussi, de la méthode, des outils surtout, parce que enfin voilà, on a de l'expérience, mais on a de l'expérience dans l'anarchie plutôt que c'est rassurant aussi de voir qu'il existe des méthodes simples, parce que parfois on s'est embarqué dans des trucs un peu dingues pour pas grand chose comme résultat. Voilà. Et comme mot pour faire un retour, waouh, merci. Merci. Merci Léo. Céline nous dit une trame structurante. Génial.
Et on a aussi Maëlie qui demandait si c'était possible d'échanger avec les gens de la discussion pour pouvoir avancer et échanger pour avoir un peu plus d'infos sur les projets. Donc, n'hésitez pas à vous envoyer vos mails, vos numéros dans le chat. J'étais perdue dans le management de l'asso, donc ça donne beaucoup de pistes. Je vous propose aussi de me demander en ami sur LinkedIn. Je vais vous mettre mon lien. Comme ça, on reste en contact. Ce serait chouette. Ouais. Et peut-être si vous voulez mettre vos LinkedIn pour vous demander aussi en ami. Et moi, il va falloir que je devrais filer. Mais est-ce que, Émilie, tu peux laisser le Zoom ou pas pour que si les personnes veulent échanger entre elles? Je crois que si je pars, je pense que ça risque de couper. Néanmoins, si vous êtes OK, ce que je vais faire, là, on a enregistré la vidéo. Je la mettrai sur YouTube pour vous envoyer le lien et nos coordonnées à Claire et moi. Et dans ces cas-là, je ne vous mets pas en copie cachée. Je vous mets tous en copie. Comme ça, les mails de tout le monde seront accessibles et vous pourrez vous parler. Si ça vous va. Si une objection, c'est le moment. Trop bien. Non, ça me va très bien. Ok. Bon, dernière question avant de vous libérer. Voilà, on aimerait savoir quelle pourrait être potentiellement la prochaine thématique que vous aimeriez aborder lors d'un prochain atelier. Pas de limite, mettez toutes vos idées. De quoi vous aimeriez parler pour qu'on puisse réfléchir à des prochains ateliers ensemble. De quoi vous auriez besoin. On n'est pas sûr de pouvoir répondre à tout, mais on va essayer. Donc, c'est pas limité, allez-y. Du budget, comment le monter et le créer? Ok. Ah, super intéressant. Méthodologie d'animation, ah oui. Génial. Ok. Mobiliser, intégrer des bénévoles et aussi management des salariés. Ok. Comment avoir des salariés? Aussi. Carrément. Alors là, moi, je vous invite aussi, je ne sais pas si je peux le faire, Émilie, mais à rejoindre le programme d'inspiration et d'entraide Assopreneur. Hein, parce que c'est ce qu'on vous aide à faire. C'est vraiment ce qu'on vous aide à faire. Donc, Céline vient juste de rentrer dans le programme, donc je suis super contente. Donc voilà, n'hésitez pas à rentrer. J'ai déjà envoyé le lien au président fondateur de l'asso. On risque de se revoir bientôt. Trop bien. Élie dit comment le rejoindre en contactant Claire qui donnera les pistes. Et là, je vais vous refaire un petit mail, je pense demain, parce que le temps que la vidéo se upload et tout ça sur YouTube, demain ou au plus tard jeudi, avec nos coordonnées. Surtout, dès que vous avez une question, quoi que ce soit, posez vos questions, demandez-nous parce qu'on est là pour ça. Et puis on a quand même toutes les deux une bonne expertise et un bon réseau. Donc, ça sert à ça aussi. On va pouvoir, si on n'a pas la réponse, on essaiera de vous guider en tout cas. Donc voilà, contactez-nous si besoin. Avec plaisir, ouais. Rejoignez WeDo et rejoignez Assopreneur. Et voilà. Ravi, merci beaucoup à vous d'être resté plus longtemps. Merci beaucoup de m'avoir accordé plus de temps. Merci Émilie pour ton accueil. Merci et merci aussi à tout le monde. Et plein d'énergie à vous pour tous vos pilotages, vos assos. Et n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn et contacter Émilie. Merci encore. Bon, merci tout le monde. Très bonne soirée et puis à bientôt. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.